Et le troisième pilier, c'était le tirage au sort. Et celui-ci intervenait dans 4 dimensions au moins. D'une part, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait 90% des magistratures. Deuxièmement, c'est par tirage au sort que l'on sélectionnait les membres du Conseil, la boulée, les 500, une espèce d'approximation du Parlement actuel. Troisièmement, la sélection des jurés populaires, qui étaient généralisés à Athènes, était faite à travers la sélection aléatoire. Et enfin, le tirage au sort était utilisé pour des choses plus secondaires, comme de choisir le président de séance, de répartir les rôles au sein des organes collégiaux, de préciser la rotation des responsabilités à l'intérieur des conseils. Le tirage au sort ne prenait son sens que parce qu'il était couplé à une rotation rapide des tâches et à l'interdiction du cumul des mandats. On ne pouvait par exemple pas faire partie du conseil plus de 2 fois dans sa vie. Et également à la collégialité de toutes les magistratures. Comme l'a bien expliqué Jean-Pierre Vernant, on avait, avec la cité, un pouvoir qui n'était plus concentré en un personnage unique, au sommet de l'organisation sociale, mais qui se trouvait en son centre vide, son mésone, et suivant un cycle réglé, la souveraineté passait d'un groupe à l'autre, d'un individu à l'autre, de telle sorte que commander et obéir, au lieu de s'opposer comme 2 absolus, devenaient 2 termes inséparables d'un même rapport réversible. L'égalité est également affirmée dans le rapport entre les citoyens et leurs gouvernants. Ceux-ci sont considérés comme au service des gouvernés et non pas leurs maîtres, et du coup, le fait de les désigner par tirage au sort peut sembler plus logique. Le détour par la Grèce est salutaire, car, comme le dit l'historien Finlay, il faut, pour comprendre ce système politique, aller au-delà de l'équation démocratie-élection, qui nous semble à nous modernes aussi évidente. On comprend mieux pourquoi l'âge d'or de la cité athénienne et de la Grèce a correspondu avec un épanouissement maximal du tirage au sort en politique. Une vertu épistémologique du tirage au sort est bien résumée par Cléon, l'un des démagogues du Ve siècle, dans des propos rapportés par Thucydide, je les cite. « Allons-nous oublier que l'on tire meilleure partie d'une ignorance associée à une sage pondération que d'une habileté jointe à un caractère capricieux, et qu'en général, les cités sont mieux gouvernées par les gens ordinaires que par les hommes d'esprit plus subtils. Ces derniers veulent paraître plus intelligents que les lois. Les gens ordinaires, au contraire, ne prétendent pas avoir plus de discernement que les lois. Moins habiles à critiquer l'argumentation d'un orateur éloquent, ils se laissent guider, quand ils jugent des affaires, par le sens commun et non par l'esprit de compétition. C'est ainsi que leur politique a généralement des effets heureux. » L'une des meilleures explications en a été fournie par Guicciardini, à l'époque de Machiavel, lorsqu'il a reconstruit les débats du Grand Conseil florentin dans les années 1490. Une extraordinaire tirade du porte-parole du Parti populaire, défendant le recours au tirage au sort, la résume parfaitement. Je cite, « Il convient que tous les citoyens participent aux honneurs et aux bénéfices que peut procurer cette République. S'ils n'étaient pas répartis de façon universelle, ce serait comme si une partie de la cité dominait sans partage et que l'autre était réduite en esclavage. Les tenants de l'élection affirment que celle-ci sélectionne pour les offices les personnes les plus choisies, car il semble que ceux en faveur desquels se tourne le jugement d'un plus grand nombre aient davantage de mérite. Le problème naît simplement du fait qu'il y a une sorte d'hommes qui ont été favorisés au jeu de dés de la vie, qui ont raflé toute la mise et qui pensent que l'État leur appartient, parce qu'ils sont plus riches, qu'ils sont considérés comme plus nobles, ou qu'ils ont hérité de la réputation de leurs pères et de leurs aïeux. Et nous, qui avons été défavorisés au jeu de dés de la vie, nous ne mériterions pas ces dignités. Pourtant, nous sommes citoyens et membres du Conseil comme eux, et le fait d'avoir plus de biens, plus de parents renommés, et d'avoir eu une meilleure fortune dans la vie ne fait pas qu'ils soient plus citoyens que nous. Quant à la question de savoir qui est le plus apte à gouverner, nous avons autant d'esprit et de sentiments qu'eux, nous avons une langue, tout comme eux, et si nous manquons peut-être par rapport à eux de désir et de passion, ce sont là des facteurs qui corrompent le jugement.